Bonsoir et bienvenue pour cette carte blanche. Avant de parler et de la présenter, de nous présenter, je voudrais remercier très chaleureusement la Cité des Sciences pour l'organisation de la rencontre et très chaleureusement également Madame Débat qui l'a organisée très soigneusement et avec une très grande attention. Et donc, je suis très honoré de commencer, d'initier cette carte blanche ce soir autour des thématiques qui sont effectivement, qui vont être liées au contexte actuel, celui de la pandémie, mais aussi qui auront trait au faux, au fake, au mensonge, et à diverses catégories que nous avons eu à penser dans les mois précédents. Et j'accueille immédiatement, avant que nous puissions nous présenter de manière croisée, mon invité, notre invité, qui est artiste, commissaire d'exposition et qui est Martin Le Chevalier. Bonsoir. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, effectivement, je suis artiste et il m'arrive parfois d'être aussi commissaire d'exposition. Et dans le cadre de ces commissariats, effectivement, j'ai travaillé autour de ces questions de fake news. On va rentrer un petit peu dans le détail de vos projets artistiques, mais peut-être de manière à ce que chacune et chacun qui ne nous connaîtrait pas puisse savoir un petit peu d'où nous parlons, enfin quelles sont nos perspectives. Je mets pendant ce temps-là en regard deux sites personnels qui permettront à ceux qui nous suivent, à ceux et celles qui nous suivent, peut-être d'en apprendre plus sur nos réalisations. Pour ma part, je suis philosophe, j'enseigne et j'étudie et je fais des recherches sur la philosophie, avec un intérêt particulier pour la question de l'ignorance, qui, comme on le sait, est beaucoup plus qu'une page blanche dans le livre du savoir. Il y a énormément de manières d'ignorer quelque chose, d'ignorer des choses. Et cette interrogation sur l'ignorance, qui était en filigrane une interrogation aussi sur la connaissance et sur la valeur de la connaissance, m'a conduit à m'intéresser au fil du temps à l'ignorance, non seulement comme un état qu'on peut décrire, mais également aussi parfois comme un effet, comme ce qui peut être causé de manière intentionnelle ou non. Et c'est ce qui m'a conduit à travailler aussi bien sur les controverses autour du créationnisme dans l'enseignement américain que sur le climato-scepticisme, que sur les stratégies des cigarettiers pour exercer une pression sur la recherche scientifique et donc d'une certaine manière pour produire de l'ignorance auprès du public et parfois auprès des décideurs. Et donc, c'est, disons, l'ensemble des questions que j'essaye d'instruire depuis quelques années et qui m'ont conduit à m'intéresser plus récemment à cet étrange concept de post-vérité qui est apparu, qui est devenu dominant à partir de 2016-2017, on en reparlera, à m'intéresser à l'émergence de diverses formes de théories du complot. Et on en a quelques-unes, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, autour de la pandémie actuelle, de la Covid-19. Et donc, à m'intéresser à tous ces avatars de la connaissance, à ces situations dans lesquelles la connaissance fiable se retrouve fragilisée, mise en question. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est aussi, en contrepoint, la valeur que nous accordons au vrai, à la connaissance, avec une attention particulière au type de préjudice qu'on subit, que nous subissons quand nous sommes privés d'une connaissance fiable. Alors, j'ai essayé de consigner ces choses-là dans un petit ouvrage qui s'appelle « Science et territoire de l'ignorance ». Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, c'était pour vous situer et vous présenter, disons, les questions qui m'intéressent et qui me préoccupent. Martin Le Chevalier, est-ce que vous pouvez vous présenter, en dire un petit peu plus sur vos projets en quelques mots? Donc oui, comme nous disions, je suis artiste et parfois commissaire d'exposition. Comme artiste, je réalise des films et des œuvres avec différents médiums, mais j'aime notamment intervenir dans l'espace public. Et justement, l'espace public, c'est un territoire où l'on peut introduire du doute. On peut introduire de la fiction avec une forme d'ambiguïté, sans que le spectateur ne sache forcément s'il s'agit d'œuvre ou non, s'il s'agit
d'une vérité ou non. Donc cela sera illustré par quelques exemples que je vous montrerai tout à l'heure, sur lesquels nous pourrons discuter. En tant que commissaire, j'ai eu également l'occasion de sélectionner des œuvres, et notamment sur ces questions de vrai, de faux, de mensonges. Et justement, ça permettait de pointer la façon dont les artistes exploitent cette forme du mensonge, non pas d'une manière crapuleuse, mais d'une manière éloquente ou révélatrice, grâce à des jeux d'imposture ou des jeux d'ambiguïté entre vérité et mensonge, enfin toute une palette de possibilités qui nous invite à réfléchir ou qui nous ouvre des horizons. Très bien, merci. Oui, on aura effectivement l'occasion d'approfondir chacun de ces thèmes. Avant qu'on rentre dans l'ensemble des thèmes que nous avons sélectionnés ensemble, je voulais te dire un petit mot en guise de transition de quelque chose qui nous a intéressés en préparant justement cette carte blanche, et qui est de sortir de la pression du présent, ou on pourrait le dire autrement, d'opérer une forme de décadrage, puisque par rapport à, disons, l'intitulé de cette séance, où il est question de rumeurs, de désinformation, de post-vérité, il peut sembler plus essentiel que ce n'a jamais été de prendre un peu de champ. Nous avons été, au cours de la dernière année, disons, enfermés dans des peurs, des préoccupations autour de la pandémie, des rumeurs, des théories du complot. Plus généralement, à l'échelle de la planète, nous sortons à peine d'un épisode qui tenait notamment, mais pas seulement, au mandat du président Trump, où la question de la post-vérité, de l'infox, des fake news était devenue une catégorie politique omniprésente. Et bon, ces analyses, nous les avons eues, nous les avons lues, parfois nous les avons écrites. Mais ce soir, nous souhaitions effectuer un petit pas de côté. Alors moi, en tant que chercheur travaillant sur la philosophie américaine, j'avais une raison particulière, outre l'intérêt que j'accorde aux œuvres de Martin Le Chevalier, de proposer cette rencontre. J'ai eu l'occasion de travailler sur un philosophe qui s'appelle John Dewey et qui a écrit notamment en 1934 L'art comme expérience. L'art comme expérience. Et dans cet ouvrage-là, donc, il y a des analyses de l'expérience esthétique. Je donne une citation très courte de Dewey. Dewey nous dit que l'art donne un sens des possibilités qui ne sont pas réalisées, mais qui pourraient l'être, et qui, lorsqu'elles sont mises en contraste avec les conditions réelles, sont la critique la plus pénétrante qui puisse être faite de ces dernières. Donc des conditions réelles, des conditions dans lesquelles nous vivons. C'est par un sens des possibilités s'offrant à nous que nous prenons conscience des contraintes qui nous enserrent et des poids qui nous oppressent. Alors, je ne sais pas si Martin Le Chevalier partagera cette analyse, mais en tout cas, pour moi, ça a été une motivation pour m'engager avec enthousiasme dans cette rencontre, justement pour voir si l'art ne peut pas nous procurer ce sens des possibilités qui nous manque parfois cruellement dans la période actuelle. Et donc, j'en viens au premier thème, le fake. Alors, pardon pour le terme anglais, mais il s'est un peu imposé dans notre langage. En français, on y viendra tout à l'heure, fake news se traduit assez mal par fausse information. Le comité qui préside à l'enrichissement de la langue française a proposé un Fox. Mais en tout cas, le fake, c'est ce qui a l'apparence de la chose sans être la chose, comme dans les faux billets, par exemple, la fausse monnaie, des faux bijoux. Et donc, c'est évidemment une catégorie, avant d'en venir à d'autres, sur lesquelles je souhaitais que nous nous arrêtions quelques secondes. Et donc, en discutant en amont de cette séance, donc, nous avons retenu plusieurs œuvres et dont j'aimerais beaucoup que Martin Le Chevalier puisse nous dire quelques mots. Alors, la première d'entre elles est celle-ci. Votre micro. Pardon. Je disais une œuvre toute simple de Dominique Guesquière, que je n'ai pas eu l'occasion de voir autrement qu'en photo, qui est une simple fausse flaque, donc en résine époxy. L'illusion d'un dégât des eaux, d'une chose qui peut sembler sans gravité ou être l'indice d'un réel problème.
Donc, je trouve que c'est une façon assez gracieuse de faire écho à ces mensonges, à ces événements, à ces fausses annonces. Donc la FLAC comme mensonge, en tout cas comme mensonge visuel. Celui-ci, bon, première réaction d'un béotien, bon, des murs, on a vu certains murs assez incomplets d'ailleurs se dresser, notamment au sud des États-Unis, sur la frontière mexicaine. Ici, on a un grillage particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Je trouve que c'est une œuvre intéressante par son paradoxe. Je n'ai pas d'informations particulières sur cette œuvre, mais effectivement, ce contraste entre la fonction du grillage, la clôture, l'empêchement et la fragilité de l'osier, la facilité avec laquelle on imagine pouvoir briser cet objet, briser cette clôture, est expressive. Et voilà, là aussi, je trouve que c'est un joli geste. Un grillage en osier, oui, qui est une forme de paradoxe, de paradoxe en acte de la barrière qui est censée retenir, mais qui a ici sa fragilité. Alors là, on est dans autre chose, parce qu'on parlait de la fausse monnaie, des faux bijoux, on pourrait penser à des décors parfois qui donnent l'illusion de la réalité. Là, il s'agit d'un autre projet qui prend pour support un bâtiment réel, mais qui va opérer une transformation. Alors peut-être que je vais, pendant que vous nous présentez cette œuvre, avancer dans les différents clichés qui donnent une idée du montage. Alors, les autres clichés, c'est une autre version de la même série. Alors, on pourra regarder aussi. En tout cas, le principe, là, on le voit très clairement. C'est un ajout, une sorte de sculpture illusionniste. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela a été réalisé de manière clandestine, d'après ce que je lis sur le site de l'artiste. Donc, c'est une espèce d'imposture en forme, en architecture, une entrée fictive qui surgit tout d'un coup, construite en une nuit et qui le lendemain est présente. Alors effectivement, si on voit une autre version, qui d'ailleurs est antérieure, on aurait dû peut-être le mettre dans l'autre ordre, celle les spécialistes en 2006, là c'est dans une rue du Marais à Paris. L'état originel est à gauche et puis ils sont venus installer des éléments. Donc si on va un petit peu plus loin, si on va à l'image suivante, voilà, là ils sont en train de poser là aussi une fausse porte. On peut continuer et voilà. Donc cette porte qui ne mène à rien, qui mène à un espace imaginaire, titré Les spécialistes, puisqu'il y a une plaque comme ça avec les initiales JBSB, donc Julien Berthier et SB, je ne sais pas qui c'est, mais c'est resté pendant des années. Je ne crois pas que ça y soit encore, mais voilà, la porte était entretenue par la ville de Paris, comme le reste des murs de la ville. On est bien dans la catégorie du fake parce qu'on a un faux ou un ajout qui se donne pour vrai, d'une certaine manière, même s'il déçoit. S'il déçoit la perception, s'il ne correspond pas réellement à une porte qu'on peut ouvrir. Et moi, la question que je me posais quand j'ai regardé ces œuvres, je vais prendre une image pour en parler. Les Anglais ont cette expression, le 13e coup de l'horloge. Si vous entendez une horloge sonner 13 coups, ce qu'elle ne devrait pas faire, le 13e coup vous fait douter des autres et vous fait regarder du coup avec circonspection, vous fait réentendre plutôt avec circonspection les 12 coups que vous venez d'entendre et donc aiguise, en principe, votre regard sur la réalité. En tout cas, vous incite à l'examiner de manière beaucoup plus soigneuse. Est-ce que vous pensez, sans exagérer leurs prétentions, puisqu'on a bien une œuvre d'art ici qui, en un sens, se suffit à elle-même, mais est-ce que vous pensez que ce type d'œuvre peut aiguiser la perception que l'on a sur notre environnement, sur ce qui nous entoure, ici sur l'architecture très commune, très ordinaire, très urbaine, ou est-ce que c'est lui prêter un projet démesuré ou déplacé par rapport à ces œuvres? Ça peut avoir un effet très simple, qui est que si l'on doute d'un objet comme ça, on peut douter de tous les objets, de tous les éléments qui l'environnent.
Donc, effectivement, ça peut influencer notre perception de la réalité. Voilà, bon, on appréciera au passage aussi les spécialistes. De quoi on ne sait pas, et ce qui fait penser, ou peut faire penser en tout cas à certains experts ou certaines expertes que l'on voit en continu sur certaines chaînes justement d'information en continu. Ah bon, c'était uniquement pour cadrer d'abord cette notion de fake, d'apparence. Évidemment, la manière dont elle est intervenue dans l'actualité, ça a été cette expression qui est montée à partir de 2016, notamment. On avait d'autres termes pour en parler avant, mais cette idée donc de fausse information, d'infox, de fake news, qui est devenu un problème politique, qui est devenu un problème épistémologique, qui est devenu un problème géopolitique, puisque par exemple dans le projet de loi de lutte contre les fausses informations, qui est devenu par la suite le projet de loi de lutte contre la manipulation de l'information, eh bien, il ne s'agissait pas simplement, effectivement, de lutter contre des informations fantaisistes ou, ou satiriques ou du second degré, mais bien d'essayer de contrôler des informations qui pouvaient influer, on disait, sur la sincérité d'un scrutin ou d'un scrutin à venir. Et donc, cette question des fake news, de l'infox, est devenue une véritable catégorie géopolitique. Alors là, je vous montre quelque chose qui est devenu une archive d'historien, puisque le compte a disparu, le compte du 45e président américain, mais qui en a fait une véritable arme politique avec cette idée de l'infox comme l'ennemi du peuple, avec derrière toute une polarisation et l'idée que les médias traditionnels, on en verra au moins l'un d'entre eux tout à l'heure, ne fournissaient pas des informations fiables, comme on s'attendrait à ce qu'ils le fassent, mais fournissaient de fausses informations. Et en tout cas, ça a sans doute été un des vecteurs de cette question et de la montée en charge de cette thématique. Et on a vu, dans ce qui sépare 2016-2017 de l'année 2020, que ces questions de fausses informations ou d'infox ou de fake news n'étaient pas simplement une question académique ou un sujet de curiosité, mais bon, pouvaient aussi avoir des effets politiques tout à fait réels avec l'invasion d'une enceinte démocratique, d'une enceinte législative démocratique. Ça n'avait pas commencé comme ça. À l'origine, un des premiers sens des fake news, c'était soit les shows satiriques à la Jon Stewart, par exemple, sur les chaînes américaines. On peut penser au Guignol de l'info aussi en France, mais c'est un peu différent. Il faut intervenir des marionnettes. Et ici, donc, on a des titres délibérément fantaisistes ou satiriques. Le coût de la vie sur Mars, désormais moins élevé qu'à Paris. C'était fictif, je ne sais pas si ça l'est toujours, ou cette annonce d'une éclipse totale reportée en cas de mauvais temps. Alors, évidemment, là, on est déjà dans quelque chose qui décale la fausse information inquiétante, celle qui peut jeter un doute sur le siège réel du pouvoir, sur le règne du nouvel ordre mondial, des Illuminati, ou ce type de dérive, ou l'origine d'une pandémie ou d'un virus. On a déjà quelque chose, on peut penser au Gorafi en France, hein, qui est un des titres célèbres. Ce type d'information satirique, effectivement, incite à y regarder de plus près quand on lit une information qui se donne pour fiable, pour vérace, pour vraie. Et donc cette thématique, elle est bien connue, elle est bien discutée dans la vie universitaire. Et on avait réfléchi à un certain nombre d'œuvres. Alors ici, on a un acteur qui est devenu extrêmement célèbre parce qu'il a révélé à la face du monde des choses qui auraient décrédibilisé le pire des paranoïaques 2 ans avant qu'il ne les révèle, notamment sur la surveillance sur les réseaux, sur Internet, et qui est Edward Snowden. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Martin Le Chevalier, de cette œuvre avant qu'on évoque les autres?
Alors là, cette fois, on est à la croisée de l'art et de l'activisme, puisque voilà, ce duo d'artistes, Andrew Tyder et Jeff Greenspan, sont allés mettre ce buste très réaliste au sommet d'une colonne située dans un parc à New York. Donc, plaçant ainsi Snowden, donc ce lanceur d'alerte, celui qui a révélé cette surveillance, comme vous disiez, le plaçant en position de héros, en position de personnes auxquelles on rendrait hommage, qu'on glorifierait. Ce qui évidemment n'est pas du tout le cas actuellement, hein, puisqu'il est, il est en cavale, quoi. Il est abrité encore en Russie, je crois, et recherché. Donc voilà, on a un acte ici très, très expressif, très efficace, d'un coup de créer un monument avec une qualité de réalisation qui est essentielle, hein, dans l'efficacité de l'acte. Et voilà, ils ont, la- le buste a été aussitôt retiré le lendemain, ça a été fait dans la nuit là aussi, mais ils avaient alerté les médias, donc ils ont eu un article dans le New York Times, ce qui fait que cet acte a été médiatisé. Et donc, là aussi, a fait réfléchir. C'est une œuvre qui m'intéressait parce qu'en un sens, en un premier sens vraiment très superficiel, on est dans la catégorie du faux, la fausse statue qui est enfin qui est installée sur un monument officiel. Donc, on rentre bien dans cette catégorie d'un certain point de vue, mais ce faux lui-même, en tout cas cette statue mise à un endroit qui n'était pas destiné à la recevoir et correspondant à un autre projet artistique, met en jeu ou interroge certaines valeurs, effectivement en élevant Snowden, donc en le mettant en valeur ainsi, comme il est représenté sur la statue, on interroge les valeurs qui ont conduit à le faire exiler, à le condamner. Et donc, il y a quand même bien ici un effet, je pense, qui est assez transparent pour ceux qui voient l'œuvre, de mise en question de valeurs dominantes ou de censure dominante. Et donc, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'on a ici une forme oui, de pouvoir critique politique de l'art, ou en tout cas au moins moral, à travers un faux? Pouvoir, je ne sais pas, mais oui, un moyen de prise de parole, d'efficacité, ouais, de capacité à apporter un message en choisissant judicieusement la façon de procéder. Alors, là, j'aimerais que vous en disiez beaucoup plus. Peut-être que vous reveniez sur vos projets à vous et le regard que vous portez sur le mensonge. Pour cette exposition dont vous avez été le commissaire en 2017, et 2017, Make Truth Great Again, enfin, c'est la grande année Trump, puisque Trump est élu en novembre 2016, mais donc il n'accède au pouvoir que début 2017. Et quand vous avez conçu cette exposition en tant que commissaire, vous êtes également exposé en tant qu'artiste, hein, vous avez fait cette déclaration qui nous fait reboucler un peu avec l'introduction. Vous avez parlé d'éloge du mensonge, de le voir comme une forme artistique, comme une forme politique, bien politique, c'est vous qui employez le terme, et ça m'intéresse ici, qui peut être joyeuse, sachant que c'est un mensonge qui est avoué, qui connaît une phase de dévoilement, une blague qui fait sens, qui exprime quelque chose. Et donc, je voulais savoir en quel sens cette déclaration voilà, éclaire votre pratique d'artiste et de commissaire, d'abord dans cette exposition, et peut-être plus largement au cours de cette dernière décennie, voire des 2 décennies qui viennent de s'écouler. Déjà, la question du dévoilement, qui est pour moi le point, la frontière essentielle. Hein, donc dans cette exposition, j'avais réuni des œuvres qui jouaient autour du vrai, du faux, avec des approches assez diverses, mais notamment des jeux de canular et d'imposture. Et justement, ce qui fait toute la différence avec une fake news, avec la propagande, c'est que dans le cas de la propagande, on essaye d'induire en erreur, d'endoctriner, de faire croire à quelque chose de faux ou de semer le doute. Et on ne se révèle jamais comme quelqu'un qui porte un mensonge. Celui qui les diffuse, qui diffuse ces informations ne se révèle jamais comme tel. Alors que là, dans ces œuvres, il y avait aussi des œuvres, des actions d'activistes, au contraire, le fait de se dévoiler est crucial.
on parlera plus tard des Yes Men, justement, le fait d'aller dire, en fait, c'était une blague, c'est ce que j'ai proposé repose sur l'ironie, repose sur quelque chose que, voilà, on plaide le faux pour, on avance le faux pour plaider le vrai. Voilà, c'est une approche, une rhétorique qui est tout autre. Dans cette exposition, vous aviez une œuvre personnelle. Est-ce que vous pourriez en dire un mot pour expliquer comment elle s'insérait dans ce projet? Alors, si vous parlez... Je parle du double film. Oui, alors ce film, là, il y avait plus trait à l'histoire, c'était la représentation d'un épisode historique en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne au XVe siècle, donc la révolte des Anabaptistes à Münster. Ce qui m'a intéressé, entre autres, dans cette affaire, hein, outre cette utopie socialiste en plein Moyen-Âge ou Renaissance, et donc le mélange de l'espèce de relation entre mysticisme et projet communautariste. Ce qui m'intéressait, outre cette question, c'était la question de la représentation de l'histoire. Typiquement, dans un événement comme celui-là, où les révoltés ont été massacrés, où tous leurs écrits ont été détruits, la vérité historique a longtemps été simplement celle des vainqueurs, celle qui était proposée par voilà, ceux qui l'avaient emporté. Et donc, dans le film, je mets en scène les personnages qui débattent entre eux de leur propre histoire, de qu'est-ce qui s'est bel et bien passé. Donc voilà, en cela, il y avait une relation sur cette question de la vérité, donc là, en l'occurrence, la vérité historique, entre ces communications, ces impostures contemporaines et le regard qu'on porte, la façon dont on raconte un événement passé. Mmh. Avec peut-être cette idée du double regard qui permet le recul critique et qui semble aussi faire part intégrante de la démarche historique. Alors, on a d'autres œuvres. On parlait de titres qui étaient les véritables cibles du président Trump donc, au moment de son mandat. Là, on est autour d'une œuvre qui se situe quelques années auparavant, quasiment une dizaine d'années auparavant. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu voilà, de quoi il s'agit dans ce projet des Yes Men et cette couverture très particulière du New York Times? Alors, les Yes Men, donc ce groupe d'activistes américains, new-yorkais, qui ne se définissent pas du tout comme artistes, hein, vraiment comme activistes. Donc là, je ne parlerai pas d'œuvres, mais plutôt d'action. Ils ont publié un faux New York Times, donc en 2008, ce New York Times Special Edition, dans lequel il n'y avait que des bonnes nouvelles. Donc voilà, un jour, ils l'ont distribué, ils ont fait un gros tirage, je ne sais plus si c'était 1 million d'exemplaires, ou je ne sais plus, en tout cas c'était très important, et c'était une façon d'exprimer tout ce que l'on pouvait souhaiter, donc la fin de la guerre en Irak, mais aussi plein d'autres choses, des questions d'écologie, toutes sortes de questions de justice sociale. Donc une sorte de rêve éveillé comme ça, pour mieux pointer les problèmes, voilà, le fait que cette bonne nouvelle, en fait, non, elle n'arrive pas. Donc c'était très, là aussi, très efficace, très fort comme action. Journal qui apporte des bonnes nouvelles sur la fin de la guerre en Irak, sur l'économie qui va soudain aller très très bien, et sur effectivement une loi sur le salaire maximum et non plus le salaire minimum qui réussit. Et donc, effectivement, moi, je voulais qu'on voit on va en voir une autre, mais cette action ou cette opération qui me semble intéressante et où on voit bien que finalement, même le fait de produire un faux journal ne s'inscrit pas forcément dans une opération qui consiste à mentir ou disons, à asséner de fausses connaissances ou une fausseté au sujet de la réalité. On est dans un rapport qui est beaucoup plus profond et d'interrogation sur ce
sur notre ordinaire, sur ce qu'on tient pour acquis d'ordinaire. Et ici, cette une donc, positive, finalement, le journal des bonnes nouvelles, permet de revenir, il me semble, de manière différente à la presse qu'on lit habituellement. Avec, oui, avant de le quitter, des excuses pour la panique ou la peur autour des armes de destruction massive, WMD, WMD. Donc ça, c'était en 2008. Et 2009, alors c'est quasiment l'inverse cette fois. Le projet me semble comparable, vous nous en direz un mot, mais en tout cas, on tombe sur un autre titre. Alors oui, le principe est le même au sens où c'est un faux journal, là aussi, qui a été diffusé, un faux New York Post, mais cette fois-ci, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est le journal qui annonce s'être trompé, qui revient sur son climato-scepticisme, hein, si je ne m'abuse, et qui, voilà, ce tabloïd qui se contredit soudainement. Voilà, le New York Post, qui a été aussi un des soutiens, enfin, qui n'est pas considéré comme la presse de qualité, contrairement au New York Times qu'on a montré, et effectivement qui a été un soutien assez ferme du président américain qui vient de partir. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que là, bon, we're screwed. Je ne vais pas le traduire littéralement, mais on en est fichu, quoi. Effectivement, par rapport à une communication officielle, gouvernementale ou de certains milieux d'affaires qui effectivement pouvaient tempérer ou nier le réchauffement climatique ou d'autres catastrophes sanitaires et environnementales, ici, à contre-emploi, le New York Post, effectivement, annonce que des catastrophes climatiques massives sont à venir et des désastres sanitaires donc en matière de santé publique. Et moi, la juxtaposition de ces deux numéros, elle me semble intéressante parce que ce qu'elle révèle aussi, peut-être un petit peu comme le buste de Snowden tout à l'heure, c'est ce qu'on attend habituellement d'un titre en particulier. Parce que là, bon, le fait que l'information soit vraie ou fausse, bon, c'est quelque chose d'important. Mais ici, dans le New York Post, on s'attend effectivement à avoir des dénégations vigoureuses du réchauffement climatique. Et bon, malheureusement, à l'époque, en 2008, dans le New York Times, on n'a pas souvent des nouvelles réjouissantes. Et là aussi, pour reprendre la métaphore du 13e coup de l'horloge de tout à l'heure, ce genre d'action me semble extrêmement intéressante, y compris pour des lecteurs très sérieux du New York Times ou d'autres, je ne sais pas s'ils seraient aussi sérieux du New York Post, mais en tout cas pour interroger ou réinterroger l'ordinaire. Donc il y a un pouvoir du faux ici, ou du fake, qui n'est pas simplement d'induire l'illusion, qui n'est sans doute même pas du tout d'induire l'illusion, mais de nous conduire, je le pense, à jeter un regard différent sur la réalité qui nous entoure. Et dans ce cas-là, on- on peut concevoir un usage du faux ou un usage du mensonge qui est libérateur, à condition évidemment que le destinataire ne soit pas pris, ne soit pas englué dans ce mensonge. Il y a certaines formes sans doute de mensonges qui permettent de voir le vrai sous un jour plus cru. Euh, alors, on a cette question, là, sur la question de l'infox, on a eu déjà un premier cadrage et un premier tour. Il y a une notion qui est apparue il y a quelques années, qui est celle de faux intégral ou de faux profond. Je ne sais pas si elle a une traduction stabilisée dans la langue française, mais qui est cette idée du deep fake, c'est-à-dire du faux qui devient indiscernable du vrai, ou plus souvent, la production d'images qui semblent véraces et pourtant qui ne le sont pas, qui sont générées à la volée par des machines, ce qui pose une question en termes même de rapport à la presse ou de rapport aux images, puisque on pourrait s'imaginer, enfin, les lecteurs critiques ne le prennent jamais de manière aussi naïve, mais qu'une image, effectivement, permette d'attester d'un événement ou de la présence d'une personne dans un lieu, même si on connaît toutes les techniques de manipulation d'images, voire de retouche de photos qui ont été faites depuis le début de la photographie quasiment. Mais avec le deepfake, on atteint un niveau qui semble encore plus profond, peut-être plus inquiétant,
et à moins qu'ils n'offrent d'autres ressources artistiques. Alors, pour donner à celles et ceux qui nous suivent une idée, j'aurais pu prendre des publications plus récentes, mais ici, vous avez donc un article qui avait été fait par des personnes qui travaillent chez NVIDIA, donc un industriel très investi dans le secteur, qui mène aussi de la recherche de pointe, et donc qui explique comment on peut générer à la volée des visages qui ne sont pas réels. Et là, par exemple, vous avez une matrice dans laquelle vous rentrez sur la première ligne en haut et sur la première colonne à gauche des types de visages qui peuvent venir de personnes réelles ou non. Et vous produisez, je vais faire un gros plan comme ça on verra mieux, vous pouvez produire arbitrairement autant de visages que vous le souhaitez. Alors, il y a un côté peut-être joyeux et amusant, mais on voit bien effectivement aussi les ressources peut-être plus inquiétantes que ce type de technologie peut induire, et la manière peut-être aussi dont il peut nous dérouter dans notre rapport aux images, puisque maintenant, s'il est si facile que ça de créer à la volée des images en haute, voire très haute définition, eh bien, disons, les critères habituels que l'on avait pour démarquer le faux du vrai, eh bien, deviennent plus fragiles, deviennent plus friables. Ça ne s'applique pas simplement à l'image fixe. On a pu, par exemple, dresser des intelligences artificielles à produire en temps réel des vidéos, donc en les nourrissant d'images, hein, de très nombreuses heures d'images, des vidéos de scènes qui ne se sont jamais produites, et voire de faire prononcer, ici, donc c'est l'ancien président Obama, américain, le faire prononcer des phrases qui n'ont jamais été dites. Alors, j'ai coupé le son, mais à droite, vous avez une scène d'Obama qui n'a jamais existé, et qui est synchronisé avec un discours réel qui a été prononcé par ce président. Et vous voyez qu'on peut, de manière assez facile maintenant, générer non seulement de l'image fixe fausse, mais aussi de l'image en mouvement, ce qui va être un problème croissant voilà, pour l'expertise d'image. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on ait des experts qui soient capables de détecter, ils le sont déjà, de détecter un faux profond, un deep fake, avec des techniques qui sont intéressantes pour la réflexion sur le faux et sur les faussaires. Et on peut penser à des ouvrages, notamment un ouvrage de Francis Chateau-Renaud sur les experts et les faussaires, où il parle d'une compétition autour de la perception. Il faudra former des experts voilà, qui auront une perception ou des outils toujours plus aiguisés pour arriver à déceler les images qui ont été des images de personnes réelles ou qui correspondent à des situations qui se sont produites. Et alors, évidemment, on est dans un tout autre projet dans l'œuvre dont nous allons parler, mais il y a quand même une transition et un point commun, et qui est l'image suivante. Alors, Martin du Chevalier, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet artistique et nous dire à quoi nous faisons face ici? Alors, il s'agit d'une image de synthèse, hein, d'une représentation en 3D réalisée par l'artiste Raphaël Fabre. C'est un autoportrait très réaliste, hein, qui d'ailleurs se réfère au mouvement hyper-réaliste américain. Et ce qui est intéressant, c'est que cet autoportrait, il l'a utilisé. On le verra dans la diapo suivante. Il l'a utilisé pour se faire une carte d'identité. C'est-à-dire que cela a été accepté. Alors, il n'a pas informé la mairie ou la préfecture à laquelle il s'adressait, mais depuis lors, il est représenté par son avatar, par cette image qui n'est pas lui, qui n'est une sorte de reconstitution très ressemblante, mais qui n'est pas lui. Donc on est, si je comprends bien, détrompez-moi si je l'interprète mal, mais on est face à un faux qui est devenu la vraie image, au sens de l'image officielle de Raphaël Fabre. Oui, oui. Et donc avec un jeu de fusion, ou en tout cas d'interférence, entre l'image créée de toutes pièces et ce qui est censé être en principe une représentation vérace, faite dans une situation où vous avez posé face à un objectif photographique ou un photomaton la plupart du temps. Et donc qui a donné lieu à une exposition à Montréal, hein, c'est ça? Alors, c'est une des œuvres que je présentais dans Oui. le cadre de
cette manifestation qui s'appelle le Festival Art Souterrain, qui est un festival, une manifestation d'art dans l'espace public, dans les espaces souterrains, dans le réseau souterrain de Montréal. J'étais l'un des commissaires cette année-là, en 2019. Et justement, le thème de la manifestation, c'était le faux, qui s'intitulait Le vrai du faux. Et j'ai présenté, entre autres, cette œuvre de Raphaël Fabre, que j'ai choisi de montrer en grand, comme ça, afin d'avoir le portrait en grand, de manière assez monumentale, dans cet espace, dans cet édifice, où se trouvent différents services publics, enfin surtout le service Canada. C'est là où l'on fait faire les papiers, les passeports. C'était là également là que, dans un autre bureau, que se font les demandes d'asile. Donc, à quelque part, on avait voilà, toutes ces administrations officielles liées à l'identité. Voilà, c'est venir à interroger la fiabilité des images et de ces protocoles. Visiblement, ça ne leur a pas posé de problème. Je pense qu'ils s'en sont aperçus, qu'ils sont venus lire le cartel, la légende. Voilà. C'est comme si, voilà, c'est comme si il y avait cette exposition était en face de la préfecture de police ou d'une autre, ou de la mairie qui délivre les papiers d'identité. Et on voit effectivement la carte à gauche dans le cartel, Oui. Si la définition est assez élevée pour celles et ceux qui nous suivent. Oui, la pièce d'identité était reproduite à l'échelle 1 à côté. Donc, c'était pas la vraie pièce d'identité, c'était une reproduction. Alors là, on est dans quelque chose de différent. Je voudrais pas qu'il y ait de malentendus, parce là, on parlait tout à l'heure de l'infox, des fausses informations. Là, on parlait du deepfake. Là, on est dans complètement autre chose, mais bon, à mon sens, ça relevait de cette séquence. Parce que cette œuvre dont vous allez pouvoir nous parler, elle indique que notre rapport à l'apparence, voire au faux, voire à la copie, n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Et je trouvais qu'il y avait un projet intéressant, sans doute magnifique, derrière cette œuvre. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Quelle est cette œuvre de Lucie Planty? Oui, c'est une série de peintures, une petite série. Là, elles sont côte à côte comme ça, mais en fait, ce sont des formats différents. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commandé un copiste, lui a demandé de faire des faux, mais des faux très particuliers, puisque ce sont des copies de tableaux qui ont disparu. Donc, des tableaux qui ont notamment été qui ont disparu dans le cadre de spoliation pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont actuellement recherchés et dont la seule trace dont on dispose, en général, ce sont des petites photos, des reproductions dans des livres en noir et blanc. Donc, le faussaire a dû extrapoler, a dû imaginer, reconstituer, donc redonner une existence à des peintures disparues, à les rendre finalement plus réelles que la trace dont on dispose. Oui, je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau dans ce projet, où dans la mesure où on a un faux qui ne cherche pas à tromper, c'est-à-dire qui ne cherche pas à être, je pense, à être vendu ou revendu ou exposé comme étant l'original retrouvé, mais qui vient néanmoins se substituer à l'œuvre qui a disparu, donc souvent, on le comprend, dans des conditions historiques terribles ou difficiles, et donc qui vient en quelque sorte pallier l'absence de l'œuvre originale. Et je trouvais intéressant, disons, de présenter cette œuvre qui ne se réduit pas à ça, qui a beaucoup d'autres dimensions, mais disons, dans une réflexion sur les pouvoirs du faux, les pouvoirs du mensonge, et en tout cas pour compliquer cette question. Donc, Lucie Planty, collection particulière 2016. Évidemment, notre rapport à la réalité, c'est un peu un lieu commun de dire qu'il s'est compliqué ces dernières années. Je pense que c'est un lieu commun qui est néanmoins vrai en grande partie. On parle souvent d'une crise de la réalité, qu'elle se traduise par une crise de la confiance en l'expertise, un peu plus rarement par une crise de confiance envers la science, crise de confiance envers les gouvernements. Et puis, avec cette idée qui était aussi derrière l'idée de post-vérité tout à l'heure, que de plus en plus, on serait dans une situation où la référence à la vérité objective, ou même la valeur de la vérité sont
ne s'imposent plus ou sont battus en brèche. Parfois, dans le terrain philosophique, on peut avoir certains critiques qui disent que l'influence de philosophie dite postmoderne, qui critiquait toute idée de vérité avec un grand V, eh bien, finalement, sont à l'origine de la crise actuelle de la vérité. Alors, je ne me prononcerai pas sur cette filiation, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, disons, s'interroger sur ce que nous tenons pour réel, et donc sur ce qui rend nos discours vrais. C'est effectivement une tâche qui nous occupe beaucoup et qui peut prendre diverses formes. Alors, quel est ce rapport à la réalité ici, sur cette porte? Dans une de vos œuvres, hein, je le précise, c'est indiqué dessus. Oui. C'était lors du même festival Art Souterrain à Montréal, hein, d'ailleurs dans le même bâtiment, où j'ai fait inscrire ce simple mot réalité sur cette porte, qui est une porte fermée au public, une porte auquel voilà, on ne peut pas franchir. Donc la réalité se cache derrière, donc on ne sait pas à quoi elle ressemble. Mais du coup, ça suggère que nous ne sommes pas dans cette réalité. Alors, où sommes-nous? Ça, je ne donne pas la réponse. Est-ce que nous sommes dans le rêve, dans l'imaginaire, dans le virtuel, dans le mensonge? Dans la caverne platonicienne, peut-être. Voilà, donc voilà, c'est vrai que j'aime bien intervenir comme ça par un simple petit mot qui fait basculer les choses. Ce n'est pas la vérité est ailleurs, comme dans une célèbre série des années 80-90, mais la réalité est ailleurs. Un autre terme, alors on verra s'il recoupe ou non votre propre pratique artistique et vos propres projets, mais qui s'est imposé depuis une année à peu près et qui traduit aussi une crise dans notre rapport à la connaissance. Ça a été ce terme d'infodémie qui est apparu, qui est réapparu en février de l'an dernier, au début de la pandémie, sous la plume du secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé, avec cette idée qui a été reprise de très nombreuses fois, que nous ne nous battons pas seulement contre une épidémie, mais que nous nous battons contre une infodémie, qui a été une vraie question politique, mais aussi une question philosophique, parce que cette infodémie, elle était définie ou caractérisée de manière assez différente selon les sources. C'est-à-dire que parfois, il s'agissait simplement d'un déluge d'informations au sein duquel on ne peut plus se repérer. Et donc, on parlera dans un instant, dans la séquence finale, de l'idée de désorientation. Parfois, c'était l'idée que les rumeurs et les fausses représentations sur la maladie se propagent exactement comme l'épidémie, avec peut-être des gestes barrières qu'il faudrait inventer. Et parfois, il y avait une troisième idée, qui est que finalement, cette inquiétude traduite dans les magazines d'information autour de l'épidémie était peut-être plus dangereuse que l'épidémie elle-même. Mais en tout cas, on a une notion qui, je le dis de manière historique, a apparu pour la première fois en 2003 au moment de l'épidémie de SRAS, qui s'est imposée, qui est devenu un problème et qui fait qu'aujourd'hui, réfléchissant sur la Covid-19, en tout cas pour un philosophe de la connaissance, on a des choses intéressantes, puisque la lutte contre l'épidémie semble également être aussi une lutte en matière d'information ou de désinformation. Je ne rappelle pas ici les très nombreuses théories complotistes autour de la responsabilité de la 5G sur la transmission de l'épidémie, ou sur le bienfait qu'il y aurait à ingérer de l'alcool, voire de la cocaïne, voire de la javel pour s'en prémunir, et qui ont été abondamment réfutés, ni non plus, mais je peux tout à fait en parler au moment des questions, un documentaire, ou plutôt une production, je préférerais dire, qui a fait grand bruit il y a quelques mois, où on part de questions qui se posent autour de la pandémie pour aboutir à l'idée d'un immense projet, d'une immense intention qui guiderait tout, et qui serait celle d'une grande réinitialisation de nos sociétés. Sous-entendu, la pandémie a été créée de toutes pièces pour mener à bien ce projet du nouvel ordre mondial.
voilà, qui fait partie de notre environnement, dans la mesure où il peut conditionner des comportements. Je ne parle même pas du vaccin ici, mais en tout cas de notre réaction par rapport à la maladie, qui fait que des questions qui touchent à la connaissance, normalement, qui touchent à la fiabilité de l'information, deviennent aussi des questions sanitaires. Donc, cette notion d'infodémie, elle est intéressante aussi parce que la fiction a permis d'interroger la pandémie, justement de faire voir des possibles ou de faire entendre des possibles qui nous échappent parfois. Ici, voilà, vous pourrez vous reporter, pour celles et ceux qui nous écoutent, à une fiction qui a été diffusée 3 mois avant le début de la pandémie et qui met en scène quasiment la pandémie. Et il y a même le docteur Fauci qui intervient, avec des réactions mitigées, c'est-à-dire comme ça se présentait comme un documentaire tout en indiquant le procédé fictionnel au départ, certains ont reproché à ce type de podcast d'introduire du faux ou de l'approximation autour d'un sujet sérieux, et d'autres au contraire se sont réjouis d'avoir ce type de programme qui posait à l'avance, finalement, dans le cadre d'un docu-fiction, les questions qui ont égrené, qui ont marqué toute l'année 2020 et sans doute l'année 2021. Alors, vous ne faites pas des faux documentaires, mais voilà, il me semblait intéressant qu'on voit ces dernières œuvres de vous. La Covid, ce n'est pas simplement l'information ou notre rapport à l'information sur la pandémie, ça a été aussi une nouvelle occupation ou non-occupation de l'espace qui nous entoure, un confinement. Nous avons été confinés et peut-être le serons-nous bientôt à nouveau. Et voilà. Alors, quel est le projet de ces cartels dont vous avez habillé des lieux confinés ou fermés? Donc là, c'était effectivement pendant le premier confinement, alors que les commerces dits non essentiels étaient fermés. J'ai trouvé que cette situation était était fascinante, c'est-à-dire d'avoir tout d'un coup toutes ces choses tous ces lieux consuméristes voilà, qui font partie d'un grand ensemble d'une économie productiviste. Et là, tout d'un coup, on avait ces endroits, ce grand calme. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très beau, hein, ces villes désertées, ce désert. Donc, je suis intervenu là aussi de manière minimale, avec des petits textes, en posant des étiquettes vertes, comme des cartels dans une exposition ou un musée. Ça commençait à chaque fois par ici autrefois, donc en l'occurrence un magasin H&M fermé. Ici autrefois, on achetait des vêtements sans en avoir besoin. Si on en regarde un autre exemple, Sephora, ici autrefois, on vendait des illusions. Voilà, j'en ai fait une vingtaine comme ça, je les postais d'ailleurs, j'en faisais Je ne sais pas si... Oui, voilà, on vendait vos regards. On vendait nos regards, donc l'écran était éteint, l'écran publicitaire. Voilà, c'est une façon un peu de transformer la ville en musée de l'ancien temps, de nous projeter dans un futur, une sorte de futur utopique où de nombreuses activités inutiles, superflues auraient disparu pour, espérons-le, que l'on puisse se concentrer sur des choses plus intéressantes. Merci. Oui, je crois qu'on comprend bien. Ici, autrefois, en 2020, donc effectivement, d'un seul coup, l'espace désert semble lointain, semble désaffecté. Quelque chose de très intéressant là derrière. Peut-être là, la dernière grande catégorie, je vois qu'il nous reste quelques minutes, mais en tout cas, cette idée de désorientation, elle a été importante. On a parlé de l'infox, on a parlé de l'infodémie. Dans les analyses de la propagande, je vais vite là-dessus, mais une idée qui a été de plus en plus parcourue récemment, c'est l'idée que la propagande n'a pas simplement pour but d'inculquer le faux ou de convaincre du faux, mais aussi parfois simplement de semer la confusion. Je ne développe pas ce point plus en détail, je l'ai fait dans un article dans le magazine AOC au début de l'année 2020. Mais en tout cas, l'idée qui est analysée par Curtis, le réalisateur, dans un documentaire,
que nous nous retrouvons parfois dans un vaudeville permanent d'histoires contradictoires qui rend impossible l'apparition d'une véritable opposition. Et pour des auteurs de ce type-là, finalement, c'est la vraie réussite des dictateurs ou des régimes autoritaires, ou même le président américain dont nous parlions tout à l'heure, en fait, réussit par l'émission de messages parfaitement contradictoires du matin au soir, à rendre impossible peut-être l'émergence d'un peuple ou d'intérêts politiques qui pourraient lui être opposés. Et derrière cette idée de propagande, il y a l'idée qu'elle induit une désorientation. La confusion induit une désorientation qui peut être tragique, c'est-à-dire si elle nous réduit au silence. Mais je voulais qu'on voit aussi une part peut-être plus positive de la désorientation. On en a vu quelques visages auparavant, mais des formes pratiques de désorientation qui sont moins funestes que ceux disons de la propagande politique ou à visée géopolitique. Alors ici, bon, on a ce reset, cette réinitialisation qui, je le dis pour nos auditeurs, n'est pas la même que la grande réinitialisation dont nous avons parlé tout à l'heure, ici qui est à Montréal, si je me souviens bien. Oui, là, c'était à nouveau le même festival, mais une autre année où j'ai participé en présentant entre autres cette œuvre qui est un détournement de poubelles de tri. Simplement, j'ai remplacé les mots au lieu d'avoir inscrit une bouteille, papier, journaux, etc. J'ai inscrit clé, passeport et monnaie. Voilà, dans l'idée que l'on puisse se défaire de trois fondements de notre société, donc la propriété, les frontières et la monnaie. Donc, le nécessaire devient tellement superflu qu'on peut s'en débarrasser dans une poubelle de métro ou de lieux publics. Une autre œuvre, donc on comprend bien le message, l'appel au secours, c'est où? Oui, c'est une fois de plus dans le bâtiment dont je parlais tout à l'heure. Là, on aperçoit au fond l'endroit où les étrangers font les demandes d'asile. C'est un endroit qui recourt beaucoup à ces poteaux à sangles pour créer des files d'attente. Ils en mettaient notamment autour des œuvres. Et oui, voilà, j'ai eu l'idée de faire une œuvre à l'aide des poteaux eux-mêmes. Donc, comme si quelqu'un avait lancé un appel au secours en déplaçant les sangles pour inscrire le mot SOS. Donc, voilà. Et donc, en désorientant, si j'ose dire, de manière tout à fait active, ces poteaux qui servent en général à nous canaliser bien sagement dans des files d'attente d'aéroports ou d'autres lieux destinés au public. Bon, on voit qu'en tout cas, tout le monde évolue gracieusement autour. Alors là, peut-être la dernière œuvre, puis après on va bientôt passer aux questions. Oui. En plan large, je vais le resserrer pendant que vous la présentez. Donc, c'est Métro Hochelaga, c'est ça? Oui. Donc là, toujours à Montréal, en fait, j'ai modifié un plan de métro qui a le format, le vocabulaire graphique du plan de métro normal de Montréal, sauf que j'ai retiré toutes les lignes de métro, toutes les stations. Je n'en ai laissé qu'une, que j'ai renommée Hochelaga, du nom du village iroquoien qui se trouvait là lorsque Jacques Cartier, l'explorateur européen qui est arrivé le premier sur ces terres, voilà, lorsqu'il est arrivé. Donc, on a dans cette même idée de remise à zéro, un temps antérieur à l'arrivée des Européens, représenté avec les codes de représentation occidentaux contemporains. Donc voilà, ce paradoxe visuel est dans une situation à l'entrée d'un métro, un endroit où l'on pourrait chercher justement à s'orienter. Oui, avec la carte qui sert effectivement en général à nous orienter et qui se retrouve ici investie d'une autre fonction. Oui, on va être obligé d'aller un tout petit peu plus vite pour laisser la place aux questions. Ici, Pigeonnet de Julien Berthier, dont nous avons deux Oui, nous avions vu deux œuvres, oui. Deux œuvres. Quel type de désorientation ici? Là, ce sont un simple ajout de pigeons en bronze sur des sculptures existantes, sur des statues existantes, qui donne tout d'un coup un autre statut au pigeon, lui donne une importance et en même temps
tourne un peu en dérision les sculptures et les sculptures qu'il chevauche, qu'il surmonte. Alors, dernier point, donc la question de l'expertise qui s'est imposée. On a vu défiler des experts de toutes sortes, infectiologues, virologues, sur tous les plateaux d'information en continu. Et avec une question qui s'est posée dès le départ, là je mets le texte juste pour que nos auditeurs et auditrices, s'ils peuvent lire l'anglais, éventuellement puissent le trouver sur Internet. Ed Yong, qui est un très bon vulgarisateur, avait publié dès avril 2020 un article extrêmement intéressant pour se plaindre, et pas simplement se plaindre, mais analyser la manière dont finalement on se donnait pas assez de peine pour identifier les experts pertinents pour venir parler de la pandémie. Ed Yong, c'est un des premiers à avoir dit, donc dès avril 2020, qu'il était ridicule d'organiser un panel d'experts sur une chaîne de télévision s'il n'y avait pas au moins un expert de logistique pour nous expliquer comment des médicaments arriveraient. Je ne parle même pas du gel hydroalcoolique ou des masques. Aujourd'hui, on le voit sur les vaccins. Et ça a été une période avec donc certains scientifiques assez bruyants qu'on a entendus, qui ont été vivement discutés et qui font l'objet d'une farouche polarisation sur les réseaux sociaux. Ça a été aussi l'occasion d'une réflexion plus acérée sur ce qu'est un expert, sur ce qui constitue une expertise solide, vérace et fiable. Et donc la Covid-19 a conduit la communauté des épistémologues et aussi les pouvoirs publics et les agences sanitaires à s'interroger sur les signes ou les critères ou les caractéristiques de l'expert. Les experts eux-mêmes étant mis en valeur, par exemple, dans le conseil scientifique qui siège auprès du gouvernement. Et donc, ça nous mène à la dernière œuvre avant les questions. Alors, ici, c'est pas exactement un expert, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en position d'autorité, en position officielle, et en fait, c'est une œuvre artistique. Oui, c'est un artiste, Gianni Motti, suisse italien, qui pratique une véritable imposture. Il a réussi à s'introduire à l'ONU et à prendre la parole à la place du délégué indonésien pour prendre la défense des pays pauvres, des pays minoritaires. Et semble-t-il, son allocution a été appréciée et après, il a réussi à se dérober pour ne pas avoir d'ennui. Donc j'aime bien cette idée de cette intrusion. L'histoire est jolie. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est lui qui la raconte. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. C'est-à-dire que ça pose aussi cette question-là dans ce type d'acte, tout comme quand on pense à Orson Welles, quand il fait La guerre des mondes radiodiffusée, qui est avec un traitement journalistique, comme si en direct il commentait l'arrivée des extraterrestres. Il racontera ensuite qu'il y a eu des scènes de panique, que les gens y ont cru. Et ça fait partie du mythe qu'il crée ensuite. À quel point y a-t-il eu des paniques, on n'en est pas du tout sûr. Donc de la même façon là, je ne sais pas si Gianni Motti, à quel point il a enjolivé les choses ou pas, mais en même temps, on a envie de croire à son histoire. Donc voilà, ça fait partie du geste artistique On découvrira peut-être qu'il y avait certains artistes parmi nos experts en période de Covid. Alors, merci beaucoup. Je pense que le moment est venu des questions avec la salle, si j'ose parler de salle, puisque nous sommes ce soir dans le cyberespace. Et alors, je ne sais pas si... Oui, on va les prendre dans l'ordre. Alors, je lis les réactions qui nous sont transmises. Je ne sais pas, Martin, si vous avez les mêmes, mais je vais les lire à voix haute, comme ça nous aurons la même information sous les yeux. Première réaction, le faussaire est bien évidemment un expert qui agit de manière immorale, voire illégale. Alors bon, il ne s'agissait pas ici de faire l'éloge, pas forcément de faire l'éloge du faux monnayeur. Est-ce qu'il y a toujours cette notion morale à appliquer, évaluative à l'égard du faussaire? Qu'est-ce que vous en diriez? Je me permets de me tourner vers vous, Martin Le Chevalier, puisque
vous avez fait l'éloge de la valeur du mensonge. Là, j'aurais du mal à répondre. En tout cas, ça me fait penser de nouveau à Orson Welles, à son film F for Fake, où on voit notamment un faussaire très brillant et qui détruit volontiers ses œuvres. Enfin, c'est vraiment un film à voir sur cette question. Et peut-être pour compléter, en tout cas moi ce que je vois, puisque le mot d'expertise est prononcé dans cette réaction, sur le fait que le faussaire... Alors là, on parle de quelque chose de différent de ce en quoi a consisté notre échange avec Martin Le Chevalier, mais le faussaire qui cherche à créer l'illusion ou à vivre de l'illusion en écoulant ses faux billets, ses faux bijoux, ses fausses œuvres d'art ou ses fausses antiquités, évidemment qu'il doit être un expert. Il doit être un expert en technique de production, en technique de fabrication, en matériaux de telle ou telle époque. Et ça me permet de préciser la référence que j'ai faite tout à l'heure. J'étais incomplet dans la référence. L'ouvrage est bien l'ouvrage de Francis Chateau-Renaud, mais aussi avec Christian Bessy. Et le titre est bien Expert et faussaire. Et si cette question vous intéresse, je laisse de côté la charge morale ou l'illégalité, mais c'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant à lire, à parcourir, pour voir comment se joue cette course perpétuelle entre les experts et les faussaires. Les faussaires doivent sans arrêt affiner leur technique pour faire face au regard de plus en plus acéré des experts, et les experts doivent sans arrêt se former plus finement pour débusquer les faussaires. Et donc, il y a bien cette idée de compétition, de lutte autour de la perception, donc, qui serait une manière peut-être de répondre à cette première réaction. Je lis la deuxième question, puis bon, on échange tous les deux autour. Pourquoi aujourd'hui, notamment sur la Covid, dès que l'on se permet de douter, de se poser des questions, on nous dit que l'on est complotiste? Mécanisme de défense. Je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous voulez réagir à cette question? Difficile de répondre à cette question. Où est la frontière? À quel moment on bascule dans le complotisme? C'est difficile à dire. Si je prends pour ma part l'exemple du documentaire qu'on a montré tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même une frontière qui se joue dans le film, et qui se joue très nettement entre certaines questions initiales qui peuvent être instruites sur les masques, par exemple, ou la communication autour des masques, mais on passe très vite à un arc narratif où là, c'est plus simplement poser des questions, c'est avoir une thèse assez massive sur l'irréalité de la pandémie et puis, disons, l'idée qu'elle n'est qu'une illusion, alors que le jeu réel, c'est l'instauration de ce nouvel ordre mondial. Alors, je vais dire quelque chose qui, voilà, d'autres collègues diraient peut-être les choses différemment. À mon sens, c'est pas la question qui fait le ou la complotiste, c'est la manière dont on instruit ou on mène la réponse à cette question. Et enfin, si la réponse est déjà acquise d'avance, les Illuminati ou telle entité supposée mauvaise, bon, bah là, on voit qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle une enquête, c'est-à-dire un raisonnement qui permet d'aboutir à dévoiler un aspect de la réalité qui nous intéresse. Et je pense qu'il faut, voilà, faut arriver à regarder au cas par cas. Enfin, les questions qui sont posées, la manière dont elles sont posées quand une réponse a déjà été apportée, par exemple. Ça peut qualifier différemment la question qui est posée. Je pense qu'il faut vraiment faire voilà, quasiment des études de cas. Mais en tout cas, le fait de disqualifier des questions d'emblée, ça, c'est quelque chose mais qui est sans doute préjudiciable à tout le monde. Après, ce qui existe aussi, c'est de répondre quand la réponse a été parfaitement stabilisée, quand il existe une réponse fiable sur laquelle s'entend la communauté qui enquête sur une question et qui le fait à longueur d'année. Bon, bah, certaines questions peuvent être éventuellement... on peut se contenter de renvoyer aux réponses qui existent, qui sont fiables et qui ont été données. Mais bon, il faut faire preuve de nuance sans doute dans la manière dont on répond à ces questions.
Alors, juste pour dialoguer avec la technique, les deux, il est fait mention de 2 questions que je n'ai pas si elles ne sont pas sur le chat. Alors, je ne sais pas si on peut me l'indiquer, mais en attendant, disons que ces questions nous arrivent. Alors, pardon, je vais me permettre de consulter puisqu'il est question éventuellement d'un envoi des questions par mail. Je vous rassure, je ne fais pas ma correspondance privée. Non, ce n'est pas ça. Parmi les choses éventuellement qu'on n'a pas développées, et je demande à la technique de me les envoyer par le chat si jamais il y a des questions qui sont arrivées. Intéresse cette idée de la question ou des doutes. On a évoqué au début de notre échange, disons la mise en question par des œuvres d'art de l'ordinaire. Vous, là, par exemple, dans les œuvres que vous êtes en train d'élaborer cette année et qui ne portent pas forcément sur les thématiques qu'on a évoquées, quel type de questions vous posez? Est-ce qu'il est pertinent, disons, de les raccrocher à des questions qu'elles posent? Je n'ai pas compris votre question. Alors, ça concerne les projets sur lesquels je travaille actuellement, mais... Oui. Je me raccrochais à l'idée l'art, une proposition artistique, une œuvre d'art adresse des questions. On a dit tout à l'heure, peut mettre en doute des aspects de la réalité ou des aspects de l'ordinaire. On l'a vu par exemple à travers votre œuvre Réalité, on l'a vu à travers d'autres œuvres, à travers même le commissariat d'exposition que vous avez organisé. Mais pour rebondir sur cette idée de question qui était posée là par un auditeur ou une auditrice, je me demandais quelles questions vous étiez en train d'instruire cette année, donc on va dire depuis les cartels que vous nous avez présentés tout à l'heure. Là, je développe depuis quelques années une série de projets que je soumets en répondant à des appels à projets, mais qui sont destinés à être refusés. C'est-à-dire, la relation avec ce dont nous sommes en train de parler, c'est plutôt dans le protocole, dans la façon dont je procède. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, je ne sais pas, l'Agence nationale pour le traitement des déchets radioactifs a fait un appel aux artistes pour leur demander comment ça pouvoir exprimer aux personnes qui passeront près d'un site d'enfouissement dans quelques siècles, comment leur exprimer que c'est dangereux. Donc j'ai proposé de placer des stèles en granit, que j'ai appelé des gardiens, des monuments, avec des personnages dont la morphologie est inspirée des malformations issues des radiations. Donc voilà, et donc en rendant hommage à l'inventivité formelle de l'énergie nucléaire grâce à toutes ces difformités. Donc évidemment, le projet n'a pas été accepté. Bon, l'ANDRA n'a pas accepté ce projet. N'a pas retenu cette proposition. Donc voilà, je réponds avec des propositions que je qualifierais d'inacceptables, mais de manière à en même temps pointer un peu des questions qui peuvent poser problème. Voilà, une petite parenthèse, cette série, ainsi que celle que l'on a vue tout à l'heure, donc ici autrefois, seront présentées dans le cadre d'une exposition prochainement en mars dans une galerie à Paris, la galerie Jousse Entreprise. La même galerie qui avait accueilli le Make Truth Great Again Voilà. qu'on a vu tout à l'heure et dans laquelle vous exposez régulièrement, je crois. D'accord, donc il y a cette question-là. Moi, puisque finalement, on a encore on a une nouvelle question, donc je garde ma question pour question par le chat. À votre avis, qu'est-ce qui empêche le monde d'aujourd'hui de devenir plus solidaire face à un enjeu mondialisé? Si on avait la réponse, on serait peut-être gouvernant actuellement. Bon, Martin, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez une réponse? Le plus de solidarité? Alors pour le coup, moi, je ne suis pas un expert pour répondre ni un tautologue. Je peux parler d'art, ou du moins parler de certaines œuvres que je connais à peu près. Répondre à une question comme ça.
Et est-ce qu'on peut pas, alors pardon j'espère ne pas faire violence à la question pour la personne qui l'a posée, mais j'ai parlé tout à l'heure de John Dewey, de l'art comme expérience, donc avec son idée d'art qui révèle des possibles. Bon, c'est pas le seul à l'avoir dit, c'est peut-être pas la formulation la plus originale, mais il pensait aussi que le plaisir artistique, le plaisir qu'on a à regarder des œuvres d'art, ça donnait une idée des jouissances communes dont était capable une société ou une communauté. Et donc, d'un certain point de vue, de sa solidarité, de ce qui tient les gens ensemble, le fait de pouvoir réagir, peut-être d'avoir des réactions différentes les uns des autres, mais en tout cas d'être ému, intéressé, interrogé par les mêmes choses. Et pour lui, l'art était vraiment voilà, une des activités qui permettait à cette disposition de s'exercer. Ça révélait de la communauté, en tout cas pour lui. Est-ce que, voilà, si on réangle la question comme ça, vous, est-ce que c'est une idée ou une perspective qui vous traverse quand vous créez? De nouveau, je vais demander à ce que vous reformuliez la question. Je suis désolé. Est-ce que l'art, je vais le formuler comme ça, est-ce que l'art forme un peuple? Est-ce que l'art crée un peuple? Est-ce que finalement, les productions artistiques, au-delà de l'effet qu'elles vont avoir sur on va dire un spectateur ou un visiteur individuel, est-ce qu'elle crée du lien entre les personnes? On peut avoir plusieurs réponses, mais ce qui m'intéresse, c'est votre perspective ou votre sentiment là-dessus, ou si c'est une question qui vous traverse l'esprit quand vous créez, quand vous posez vos cartels, par exemple, ou d'autres objets, ou le SOS qu'on a vu tout à l'heure. Non, je le souhaite. Est-ce que je peux l'affirmer de manière générale? J'aurais du mal. Moi, ça me fait penser à une situation, là aussi, dans l'espace public, une œuvre que j'avais faite aux alentours d'un centre d'art en Bretagne. J'avais placé sur de nombreux arbres les prénoms de personnes décédées en tentant de venir en Europe. Et cette installation avait été vandalisée. Des gens étaient venus couper, enlever ces sangles, visiblement dérangés par, je suppose, pas tant l'aspect esthétique, mais que par le contenu politique de cet hommage. Suite à ça, il y avait eu une plainte, il y avait eu une médiatisation dans la presse locale, et les riverains, les personnes habitant dans le village et dans les environs, sachant que c'est un endroit où il y a assez peu dense, le village c'est peut-être quelques centaines d'habitants, il y avait eu une manifestation regroupant près de 300 personnes pour dire que les personnes voulaient exprimer qu'elles ne se reconnaissaient pas dans ce geste, dans ce vandalisme. Donc voilà un cas où effectivement un acte artistique à dimension politique finit par vraiment interagir avec la réalité du fait des réactions hostiles et entraîner une contre-réaction positive. Ouais, en créant deux choses, finalement, une communauté intolérante et peut-être une autre contre-réaction plus solidaire. Bon, ça, c'était une réaction à la question pour voir finalement si l'art, si c'était pas une réponse à la question, si l'art, parmi d'autres activités, ne pouvait pas contribuer à, disons, soit à créer, soit à révéler, soit à faire se manifester cette solidarité face à des enjeux mondialisés. Bon, il y en a d'autres qui pourraient être développés en dehors du cadre de l'échange qu'on avait, puisqu'on a essayé de se centrer sur des objets communs. Mais c'était une vraie question que de savoir si les réseaux sociaux actuellement créaient une sorte de public mondial illimité. Je pense que pour ceux qui avaient cette idée, je pense qu'ils en sont revenus un petit peu. En tout cas, le réseau social Twitter a bien créé une communauté, mais peut-être pas celle qui était souhaitée par tout le monde, disons au moment de l'invasion du Capitole. Et on a vu, en tout cas, la manière dont ces réseaux sociaux ne pouvaient pas se surimposer ou en tout cas se substituer
à d'autres types d'échanges plus informels, plus concrets, parfois plus physiques, en fait, oserais-je dire, et que, donc, ils ne formaient pas forcément le soubassement d'une communauté ou d'une solidarité politique. Ça va sans doute être une des grandes questions qui vont nous occuper dans les prochaines années, c'est-à-dire le type de communauté un peu informelles auxquelles nous appartenons par les divers réseaux sociaux, enfin, quel rapport exact elles ont par rapport aux communautés politiques, aux représentants qui sont les nôtres et que nous élisons. Mais ça, ce serait sans doute l'objet d'une autre, d'une autre carte blanche d'Univers Science. Je pense que s'il n'y a plus de questions, si on se tourne maintenant de manière prospective, comme me le demandait l'organisation, de mon côté, les prochains mois ou les prochaines semaines, c'est la parution d'un ouvrage aux éditions Vrin qui va s'appeler L'Esprit en acte, qui reprend certains des thèmes développés ce soir, mais qui est quand même davantage centré sur la philosophie américaine pragmatiste, la manière dont elle a compris la question de l'esprit, notamment, des croyances, de la volonté, les différents phénomènes de l'esprit. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur une tradition un peu méconnue, qui est de plus en plus étudiée, qui est la tradition pragmatiste, avec Charles Peirce et avec un petit peu John Dewey, dont nous avons parlé. Et puis l'autre perspective, c'est un ouvrage beaucoup plus large qui qui traite notamment de la notion de confusion, mais j'en parlerai plus en détail quand il sera achevé dans quelques mois. Et Martin, si on se tourne vers vous, quelle est votre prospective, enfin les choses qui viennent? Vous avez évoqué la galerie Jousse tout à l'heure. Disons que les gens qui veulent retrouver vos œuvres ou suivre un peu vos œuvres là, dans les semaines et les mois qui viennent, si on a de la chance, c'est quand et c'est où? Donc oui, ce serait plutôt cette exposition-là, parce que d'autres sont en attente ou seront, si on ne veut pas aller en Chine ou à Taïwan, mais plutôt à Paris. Donc celle dont je parlais tout à l'heure, dont je n'ai pas mentionné le titre, la stratégie du râteau, justement pour évoquer cette approche qui vise libéralement à rater, à se prendre des pelles, mais pour en raconter davantage. Donc voilà, oui, ce sera à la galerie Jousse Entreprise à partir du 6 mars, si tout va bien, sinon sans doute un peu plus tard s'il y a un confinement. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut faire si on est superstitieux, mais on croise les doigts pour cette exposition. Je vous remercie très vivement, très chaleureusement de vous être prêté au jeu de cette rencontre et de cet échange, qui était expérimental, hein. Nous ne nous connaissions pas avant. Moi, j'ai pris un grand plaisir à découvrir ce que je ne connaissais pas de l'œuvre de Martin Le Chevalier. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. J'espère que ce sentiment est partagé par celles et ceux, soit qui nous ont écoutés ce soir, soit qui nous suivront peut-être en différé. Donc, merci beaucoup, Martin. Et je voudrais remercier évidemment le public qui nous a suivis et l'organisation. Je remercie à nouveau Madame Débat et bien sûr les techniciens qui nous ont vaillamment accompagnés avant le flux et puis tout au long de cet échange. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup.